je m'appelle Raphaël Danino-Perrault. J'ai réalisé ma thèse sur les politiques d'approvisionnement en minerais critiques et plus spécifiquement sur l'analyse de la chaîne de valeur et des flux de cobalt en Europe. Donc j'ai réalisé cette thèse au Bureau des recherches géologiques et minières et au Laboratoire d'économie d'Orléans. Alors ma thèse, elle a consisté en 3 points finalement qui ont correspondu un peu aux différentes attentes de mes encadrants. Donc la première, ça a été de réaliser une analyse de flux de matière, donc une AFM, pour l'Union européenne entre 2008 et 2017. Le deuxième, ça a été d'étudier le métabolisme du cobalt sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et le troisième, c'est d'apporter une analyse géopolitique à ces différentes méthodologies, d'après ces différentes méthodologies. Alors, pourquoi le cobalt? Alors, le cobalt, c'est une substance qui est maintenant principalement utilisée dans les batteries lithium-ion, qui deviennent de plus en plus communes dans notre environnement quotidien. C'est une substance sur laquelle il y a beaucoup de données, donc c'était relativement simple de faire une analyse de flux. La chaîne de valeur, c'est l'ensemble des étapes d'utilisation et de production d'un produit ou d'une substance. Donc par exemple, on sait que le cobalt est un coproduit du cuivre et du nickel. Donc à ce titre, en fait, il est issu des gisements stratiformes de cuivre ou des gisements de nickel cobalt sulfuré. Et il peut être utilisé dans les batteries, dans les superalliages et donc dans les outils électroniques, smartphones, ordinateurs, ou dans les avions ou autres turbines. Une analyse de flux de matière, en fait, c'est une méthodologie qui vise à analyser les flux entrants et sortants d'une substance ou d'un produit donné dans un espace géographique donné, donc pour moi ça a été l'Union européenne, sur un espace temporel donné, donc 2008-2017. Le premier challenge que j'ai rencontré, ça a été d'aller sur les bases de données et de comprendre leur fonctionnement. Et ce n'était pas forcément évident au départ. Ensuite, ça a été de récupérer cette donnée et puis de la traduire en cobalt contenu. Et donc c'est là que c'est assez amusant finalement parce que donc il a fallu que j'analyse un peu le cobalt contenu dans des batteries ou dans des alliages qui venaient du Japon, des États-Unis, de Corée. Et alors je ne sais pas si vous savez combien de grammes de cobalt il y a dans une batterie de Samsung ou de Panasonic ou dans un avion A380, mais moi non plus. Je ne le sais toujours pas d'ailleurs, et puis personne ne le sait en fait. Par contre, il y a pas mal de données qui expliquent à peu près combien il y a de cobalt dans ce genre de produit. Donc en fait, on fait des moyennes et puis ça devient plus facile. Par contre, pour d'autres produits, du type produits chimiques, là, il n'y a aucune donnée et il faut faire des modélisations. En termes de conclusion, alors, mes travaux ont permis déjà de produire une analyse de flux de matière pour le cobalt dans l'Union européenne, une analyse de flux de matière dynamique, et donc ce qui n'avait jamais été fait, ou très partiellement. Donc déjà, c'était l'objectif scientifique. Ça a permis de faire une revue bibliographique du cobalt contenu dans les différents produits et aux différentes étapes de sa production et de son utilisation. Donc de la même manière, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait ou très partiellement. Donc voilà, ça a complété le travail. Et puis surtout, ça m'a permis de revisiter un peu le concept de géopolitique des matières premières en finalement élargissant ce concept à la géopolitique des chaînes de valeur des matières premières, et ce qui permettait une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus systémique du sujet. Et enfin, je pense que c'est le résultat dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à faire dialoguer des disciplines différentes, par exemple économie, géographie, géologie, des concepts différents, analyse de flux de matière, chaîne de valeur, géopolitique, des personnes différentes et des institutions même différentes qui n'avaient pas forcément vocation à discuter entre elles, mais qui finalement se sont parlé, ont discuté et ont permis vraiment de réaliser un travail de thèse de qualité et qui aurait été probablement moindre si je m'étais focalisé uniquement sur une ou deux disciplines ou sur une ou deux notions. Donc c'est pour ça que je tenais particulièrement à remercier le BRGM bien sûr, mais également toutes les personnes qui m'ont suivi et qui m'ont accompagné durant cette thèse et qui ont permis la richesse qu'elle a maintenant.